Myrtrice Richardson est une belle jeune femme de 24 ans, promise à un bel avenir. Pourtant, après une soirée dans un restaurant chic, au cours de laquelle il s'est passé des choses assez bizarres, sa vie va basculer à jamais. Alors, malchance, acte criminel, bavure policière ou acte de démence. Pour certains, vous verrez dans cette histoire un écho avec la disparition de Matthew Weaver Jr., que j'ai déjà traité sur la chaîne. On pourrait même aussi établir un potentiel lien avec les destinées d'Elaine Park et de Tristan Baudette. Générique. Alors, petit disclaimer, dans cette vidéo, on fait référence quasiment exclusivement au Los Angeles Sheriff Département, que j'ai traduit par Bureau du Shérif, ou LASD. On parle aussi de shérif deputy, que l'on peut traduire par shérif adjoint, officier ou agent, mais bon, comme il n'y a pas de traduction propre et officielle de ces termes, j'utilise donc plusieurs mots, plusieurs synonymes, pour désigner finalement ce que l'on peut appeler les forces de l'ordre. Myrtrice Richardson est née le 30 avril 1985. Ses parents, Lattice et Michael, se séparent, mais leur entente demeure cordiale. Ils restent tous les deux fous de leur petite fille. Lattice rencontre bientôt Larry Sutton, avec qui elle refait sa vie, et elle élève sa fille. La petite famille vit à Covina, en Californie, où Myrtrice grandit. Sa mère la décrit comme joyeuse et pleine d'énergie. Sa tante utilise quant à elle le mot enthousiaste pour parler de sa nièce. Le père de Myrtrice se souvient, lui, d'une enfant géniale qui prend toujours la pose sur les photos. Sa fille, comme souvent pour un papa, représente tout à ses yeux. Myrtrice, devenue adolescente, elle obtient l'équivalent de son baccalauréat au lycée de South Hills High School, situé à West Covina. Après ses années de secondaire, c'est vers la psychologie que la jeune femme s'oriente. En 2008, elle obtient son diplôme de fin d'études qu'elle décroche en étudiant à Fullerton College. Elle a pour ambition de travailler avec les enfants et en particulier avec les petits placés en foyer et en famille d'accueil. Tout semble réussir à Myrtrice. Elle s'apprête à se lancer dans une carrière passionnante, elle a une vie de famille enrichissante et sa vie sentimentale vient de prendre un tournant excitant. Après avoir vécu une relation amoureuse avec Tessa Moon pendant 2 ans, Myrtrice est à nouveau célibataire. Les deux jeunes femmes ont décidé de se séparer d'un commun accord. Myrtrice sort d'ailleurs depuis peu avec une nouvelle jeune femme du nom de Vanessa. Concernant sa carrière, Myrtrice est sûre de ses choix. Elle avait effectué un stage au cours de l'année précédente dans le cabinet du docteur Hampton et cette dernière l'avait encouragée à poursuivre ses études de psychologie en envisageant même de lui faire un doctorat. Le docteur Hampton avait pris Myrtrice sous son aile et la jeune femme considérait son mentor comme un vrai modèle. Une relation de profonde estime professionnelle et personnelle s'était développée au fil des mois entre les deux femmes. La famille de Myrtrice voyait elle aussi cette relation d'un bon œil et le docteur Hampton était considéré comme faisant presque partie de la famille. Le 16 septembre 2009, il fait beau à Malibu. Myrtrice se gare sur le parking du restaurant Le Joffrey's, un établissement chic situé en bordure de la Pacific Highway. C'est un restaurant connu et apprécié des célébrités. Rihanna, Kim Kardashian et de nombreuses autres célébrités y ont récemment dîné. On ne sait cependant pas vraiment ce qui a poussé Myrtrice à venir manger aussi loin. Le restaurant se trouve en effet à plus de 65 km de chez elle. Et même s'il est réputé, faire toute cette route pour finalement dîner seule peut faire tiquer. On pense qu'elle était peut-être venue dans les environs pour visiter une université. Elle n'était pas encore sûre de l'endroit dans lequel elle voulait faire son doctorat. Après avoir discuté quelques instants avec le voiturier, Myrtrice se dirige vers l'intérieur pour y choisir une table. Le voiturier, quelque peu surpris par l'échange qu'il vient juste d'avoir avec elle, prévient les autres membres du personnel qu'il l'a trouvée bizarre. Premièrement, il l'a découverte dans sa voiture à lui. La jeune femme s'y est glissée alors qu'il avait le dos tourné, après être descendu de son propre véhicule à elle, une Honda Civic. Elle semblait y chercher quelque chose, comme si elle n'était pas consciente que cette voiture n'était pas la sienne. Alors que le voiturier lui demande ce qu'elle fait, la jeune femme lui pose à son tour une question. Est-ce qu'il sait si Vanessa est déjà arrivée ? Elle lui demande ça d'une façon très naturelle, comme si elle s'attend à ce que le voiturier connaisse sa petite amie. Elle balbutie ensuite quelques mots concernant Michael Jackson. Le roi de la pop venait tout juste de s'éteindre à cette époque, et c'est alors que Myrtrice s'était mis à parler de venger la mort du chanteur.
Pour toutes ces raisons, le voiturier avait conclu de cet étrange échange avec la jeune femme qu'elle était un petit peu à l'ouest. Peut-être a-t-elle fumé ou peut-être est-elle alcoolisée. Enfin, en tout cas, elle ne semble pas menaçante, juste bizarre. Vraiment bizarre. Une fois assise à sa table, Maëtrisse passe commande. En guise d'apéritif, elle s'offre un Ocean Breeze et se décide pour un bœuf de Kobe. Pas très loin de sa table, un groupe composé de 7 personnes prend place. Maëtrisse se lève, verre à la main, se dirige vers la table en question et s'assoit sans rien demander à personne, dans une chaise laissée vide. Les amis sont d'abord un petit peu confus, est-ce que c'est l'ami de l'un d'entre eux? Intrigué, il laisse la jeune femme parler, mais elle tient un discours complètement décousu et elle semble vraiment désorientée. L'une de ces 7 personnes demande à Maëtrisse ce qu'elle fait là, et celle-ci répond, énigmatique, « Je suis en retard, mais j'ai suivi les signes. » Le plat de Maëtrisse arrive, elle retourne le déguster à sa table. Une fois rassasiée, elle rejoint une fois de plus la table de ses nouveaux amis. À ce moment-là, le personnel du restaurant commence à réaliser qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche avec cette cliente. Maëtrisse, de son côté, est tellement persuadée de connaître ces inconnus avec qui elle est attablée qu'elle leur parle de son emploi du temps des jours à venir. Elle doit bientôt s'envoler pour Hawaï, mais c'est sûr, dès qu'elle rentre, elle les appellera pour qu'ils puissent tous sortir à nouveau ensemble. Ils sont conscients que quelque chose cloche dans le comportement de Maëtrisse, mais elle ne semble ni dangereuse ni menaçante. Ils la prennent plutôt pour une gentille illuminée qui avait juste envie de bavarder. Mais son discours n'a vraiment ni queue ni tête, ses pensées ne semblent pas s'enchaîner correctement. Mais quand elle fait référence à des voix, alors là c'est carrément le pompon. Une des femmes du groupe lui demande si ces fameuses voix lui parlent en ce moment même. Maëtrisse s'écrie « Oh oui !» Cette fois-ci, plus aucun doute ne subsiste, cette nana est plutôt sympa, mais elle a quand même un sérieux problème. Les 7 amis ont fini de dîner, c'est l'heure pour eux de partir. Ils quittent le restaurant. Quelques minutes plus tard, Maëtrisse se lève à son tour et se dirige vers la sortie. C'est alors que le manager du restaurant l'interpelle et lui présente l'addition de son repas. Maëtrisse, calmement, lui explique qu'elle n'a pas de quoi payer, mais que de toute façon, il n'y a pas à s'en faire. Ses 7 amis ont déjà payé pour elle. On lui explique que non, qu'elle doit régler sa note qui s'élève à 89,51 $. Maëtrisse rétorque alors qu'elle est originaire de la planète Mars et elle propose au manager de régler la somme en nature. Celui-ci refuse poliment, habitué à gérer les remarques parfois un petit peu excentriques de ses clients, mais il remarque par contre qu'elle entre dans une sorte de transe quand elle se met à fixer l'écran digital de la caisse. Elle semble obsédée par le chiffre 8. À ce stade, le personnel du Joe Fraise réalise qu'il y a vraiment un problème. En plus, Maëtrisse n'a rien sur elle. Pas de téléphone portable, aucun portefeuille, ni aucun moyen de paiement. Elle connaît cependant, par cœur, le numéro de téléphone de son arrière-grand-mère, Mildred, avec qui elle vit. Alors appelée au téléphone, la vieille dame accepte immédiatement de payer l'addition de son arrière-petite-fille en communiquant son numéro de carte de crédit. Malheureusement, il faut aussi envoyer par fax la copie de sa carte bancaire, mais à 91 ans, la mamie est incapable de le faire. Le personnel du restaurant, bienveillant, se met d'accord pour se cotiser et payer ensemble l'addition de Maëtrisse. C'est un geste louable, mais l'un d'entre eux se demande si c'est vraiment rendre service à la jeune femme. S'ils agissent ainsi, Maëtrisse sera libre de repartir du restaurant, elle sera livrée à elle-même dans un état qui, manifestement, peut mener à des situations dangereuses, aussi bien pour elle que pour les autres. Ou alors, c'est le seul staff qui en fait n'avait pas du tout envie de cotiser. Du coup, à contre-cœur, le personnel du restaurant tombe d'accord et l'hôtesse d'accueil du Joe Fraise appelle la police. Lawsville Sheriff Station Deputy Shillep, how can I help you? Hi, I'm calling from Joffrey's restaurant in Malibu. Yeah. We have a guest here who is refusing to pay her bill, and we think she sounds really crazy. She may be on drugs or something. We are wondering if someone could come by and pick her up. Quelques minutes plus tard, 3 shérifs adjoints du LASD arrivent au Joe Fraise. Maëtrisse se soumet à un test de sobriété qu'elle réussit avec succès. Les officiers entreprennent alors de fouiller la voiture de la jeune femme et y découvrent environ 30 grammes de marijuana. Les policiers expliquent que le seul moyen qu'ils ont de mettre Maëtrisse en sécurité sous leur surveillance, c'est de procéder à son arrestation. Ils pourront, de cette manière, la ramener au poste et décider ensuite de la conduite à tenir. Le personnel du Joe Fraise, soulagé, assiste au départ de Maëtrisse dans une voiture de patrouille. Ils ignorent à ce moment-là que, dans quelques jours, la dernière soirée de la jeune femme au sein de leur établissement fera les gros titres de tous les journaux. Prévenue par sa grand-mère Mildred, Lattice, la mère de Maëtrisse, appelle le commissariat de Lost Hill.
elle vient d'apprendre que sa fille a refusé de régler une note dans un restaurant. Elle est surprise parce que, habituellement, sa fille est plutôt stable, fiable et surtout bien élevée. Ce comportement ne lui ressemble vraiment pas. Mais c'est vrai que récemment, Maitrice lui a envoyé des textos vraiment étranges. Sur ses réseaux sociaux, elle a aussi posté des choses assez bizarres, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Lattice ne s'en est pas plus formalisée que ça, sa fille a beaucoup travaillé durant l'année écoulée, elle est peut-être simplement épuisée. Et puis elle n'a jamais eu de problèmes mentaux avant. Ça serait d'ailleurs le comble vu qu'elle étudie la psychologie pour en faire, à terme, son métier. Lorsqu'elle est mise en relation avec le bureau du shérif de Lost Hills, c'est l'officier Yoash Aleph qui lui répond. Il est formel, Maitrice n'est pas encore arrivée, mais elle ne sera pas relâchée avant le lendemain matin. I am calling. I'm a little frazzled right now. I understand my daughter is being brought into the station. Maitrice Richardson, have they made it to the station yet? And she's been booked. The only place we have somebody that's in custody that they just announced on the radio that they're coming up is from Joffrey's in Pacific Coast Highway. It's the only female that's being brought up to the station as we speak. They actually just put it on the radio right before you called. Okay. I'm her mother, and are you guys going to book her and then release her on her own recognizance tonight because it's dark, she doesn't have a car, and I don't want her wandering out. I'm totally just taken aback because this is so out of character for her. Yeah. And you'll see when she comes in, she's well spoken. I think the only way I will come and get her tonight is if you guys are going to release her tonight. Yeah. If she's going to be held in custody for some type of arraignment tomorrow, then I will wait until tomorrow. She definitely has no place, she's not from that area, and I would hate to wake up to a morning report, girl lost somewhere with her head chopped off. C'est ce dont voulait s'assurer Lattice. Elle avait peur que sa fille ne se retrouve dehors en pleine nuit, dans un quartier inconnu, sans téléphone, sans argent, ni voiture. Yoash Aleph a ri lui aussi et la rassure. Dans son commissariat à lui, rien n'arrivera à sa fille, elle sera en sécurité. Lattice rigole à son tour et s'exclame « Ah mais c'est par rapport à l'extérieur que je me fais du souci, il y a des fous partout. Je sais bien qu'avec vous, il ne lui arrivera rien. » Yoash Aleph conclut cet appel en lui disant que Maitrice l'appellera quand elle arrivera au poste, vous savez, le fameux coup de fil que vous avez le droit de passer quand vous êtes arrêté. The only thing is, at least in the station here, she will be separated, so nobody's going to be with her. So at least that's, the plus thing, so you don't have to worry about her safety. No, I feel safe with her being in custody. It's being released, but I'm worried about it. It's crazy out here. Yeah, and she'll call you as soon as she comes in, too. Lattice raccroche, rassurée, et attend le coup de fil de sa fille, tout en réfléchissant à la journée du lendemain. Elle se rendra à Lost Hill, récupérera sa fille, lui fera un petit peu la leçon, et toutes les deux prendront la route de la Fourrière. Parce qu'en effet, la voiture de Maitrice a été remorquée jusqu'à la Fourrière du coin. Sa mère a donc prévu, lorsqu'elle viendrait la rechercher le lendemain, de la conduire jusqu'à l'endroit où a été stocké son véhicule. Le commissariat de Lost Hill se trouve à plus de 30 km de Joffrey. La route est sinueuse. L'itinéraire coupe à travers les montagnes de Santa Monica. On avait d'ailleurs déjà vu à quel point les routes de montagne de Santa Monica peuvent être traîtresses dans la vidéo sur la disparition de Matthew Weaver. À 21h47, Maitrice arrive au poste de police. On la place dans la cellule numéro 1. L'agent Charm Cunnings la fouille, prend ses empreintes et cherche dans ses archives d'éventuels faits concernant Maitrice. La jeune femme ne possédant aucun casier judiciaire, rien ne sortira de cette recherche. Aux environs de minuit, Maitrice est relâchée. Sharon se rend compte qu'il fait froid dehors et propose à Maitrice de passer la nuit au commissariat, mais la jeune femme refuse et s'en va dans la nuit. À 5h30, le lendemain matin, Lattice rappelle le commissariat. Elle s'étonne que Maitrice ne l'ait pas appelée, comme le lui avait promis l'officier Yoash Aleph. Elle est complètement abasourdie quand on lui apprend que sa fille a été relâchée durant la nuit. C'était justement le scénario qu'elle redoutait et qu'elle voulait à tout prix éviter. I thought they were going to keep her overnight. Something is obviously going on with her. Have you talked to the jailer? And Yes, I have. He said he tried to get her disabled because she was an adult. They had to let her go. What's her name? Her name is Maitrice Richardson. Très tôt dans la matinée du 17 septembre, un homme aperçoit dans son jardin une femme qui correspond à la description de Maitrice. Cet homme, Bill Smith, décide de contacter la police.
Well, Sheriff Station Office, can I help you? Yeah, hi. Hey, this is Smith at Cold Canyon. We had a prowler walking around through the backyard here. What's she look like? White, black, Hispanic? You know, a tall, slim black woman with afro hair, very skinny. And I think she was wearing maybe jeans or tight pants with a t-shirt. À peu près au même moment, Lattice, rongée par l'angoisse, rappelle le bureau du shérif et demande si elle doit déclarer la disparition de sa fille ou pas. Et en même temps, elle s'interroge sur le délai à respecter. S'agit-il de 24 heures ou de 48 heures ? Elle n'est pas plus avancée après son appel. Bill Smith, de son côté, s'interroge aujourd'hui encore. Pourquoi les shérifs ont-ils mis tant de temps à venir jusqu'à sa propriété pour rechercher Maïtrice ? Ils auraient pourtant dû se rendre compte que quelque chose n'allait pas. La mère de Lattice supplie au téléphone que l'on se mette à la recherche de sa fille, et vu la description faite de l'inconnu surprise en train d'errer dans son jardin, les forces de l'ordre auraient dû, selon lui, faire le lien et agir plus rapidement. L'enquête, toujours en cours, ne révélera jamais au grand public ce qui s'est réellement passé ce 16 septembre. Parce que oui, Bill Smith est la dernière personne à avoir jamais vu Maïtrice, qui a disparu après cet appel à la police. Les opérations de secours puis de recherche ont duré 11 mois et ont couvert une 50aine de kilomètres carrés. Au cours de ces 11 mois, la famille et les proches de Maïtrice n'ont jamais perdu espoir. Ils ont sans cesse été à la recherche de nouveaux éléments qui auraient pu les mener jusqu'à la jeune femme. Ils ont sollicité plusieurs fois le bureau du shérif dans lequel avait été détenue Maïtrice, Lost Hill Station. Il y avait peut-être une vidéo leur permettant d'aiguiller leurs recherches ou de comprendre ce qu'il avait bien pu advenir de la jeune étudiante. Non, pas de vidéo, avait irrémédiablement répondu le bureau du shérif. Pourtant, 4 mois après la disparition de Maïtrice, Lee Baca et Tom Martin, occupant respectivement les postes de shérif et de capitaine au sein de la station de Lost Hills, admettent finalement l'existence d'une vidéo de Maïtrice. Une vidéo sur laquelle on voit la disparue arriver dans les locaux, être détenue, etc., etc. Tom Martin, au cours d'une interview accordée à Eyewitness News, expliquera que son intention n'était pas du tout de tromper la famille de Maïtrice ou de lui mentir, il s'agirait plutôt d'un malentendu. La famille demandait expressément des images de Maïtrice quittant le bureau du shérif, pas des images d'elle à l'intérieur des locaux. Lattice, une fois la vidéo visionnée, en avril 2010, s'alarme encore davantage et ne se fait plus trop d'illusions quant à la destinée de sa fille. Pour elle, il est évident que Maïtrice n'apparaît pas comme dans son état normal sur les images qu'elle a finalement pu visionner. Son comportement est vraiment bizarre et ne correspond pas du tout à la nature habituellement calme et posée de sa fille. Lorraine, la tante de Maïtrice, qui a elle aussi assisté au visionnage des images de la vidéosurveillance avec son fils, le cousin de Maïtrice, se souvient d'un détail. Son fils a continué à regarder la vidéo alors que les autres pensaient qu'elle était finie. Et il a fait une drôle de découverte. 2 minutes après que l'on voit Maïtrice quitter la station, quelqu'un la suit. C'est une image furtive, on ne peut pas vraiment distinguer qui c'est, mais on voit très clairement quelqu'un sortir à la suite de ma cousine et la suivre. Ce quelqu'un, c'est forcément quelqu'un qui fait partie du personnel qui travaillait lors de cette fameuse nuit. Cet employé a été retrouvé par Eyewitness News. C'est un des shérifs adjoints du bureau. C'est tout ce que l'on sait. Son anonymat a été préservé. Il affirme n'avoir jamais été questionné au sujet de Maïtrice Richardson ou de sa disparition. Et puis, 12 ans après, il n'est même pas sûr d'avoir réellement travaillé ce jour-là. Turi Wright, qui était en charge de l'équipe de recherche et de secours qui a travaillé sur le cas de Maïtrice, se souvient bien des recherches qui ont été menées. Il se rappelle que les chiens pisteurs perdaient la trace de Maïtrice dans la zone où se rejoignent Dark Creek et Cold Canyon Road. Pour lui, la disparition de la jeune femme reste un vrai mystère. En janvier 2010, des recherches qualifiées comme les plus grosses que le LASD ait jamais menées sont lancées. Un nombre incroyable de professionnels a participé à ces recherches, des gens venus de la Californie tout entière. Des gens sur des quads, à vélo, à cheval, des gens à pied, d'autres dans les airs, à bord d'hélicoptères. En avril, ce fut au tour des drones d'explorer le canyon de Malibu, mais là aussi, en vain. En juin, lors d'une battue organisée par les proches de Maïtrice pour la retrouver, le groupe tombe sur un graffiti mural. C'est de l'art de rue que certains peuvent trouver un petit peu choquant. On y voit une frise représentant, entre autres, des femmes afro-américaines, nues, dans des positions assez suggestives. Mais surtout, ce qui attire l'œil, c'est que l'une de ces femmes pourrait représenter Maïtrice. C'est une femme noire, nue et à 4 pattes. Sur ses fesses, on peut lire LA.
LA comme les initiales de Los Angeles, là où habitait Maëtrisse. La femme sur le dessin fume une cigarette roulée qui ressemble vraisemblablement à un joint. Pour les proches de Maëtrisse, aucun doute. L'auteur de la fresque a dessiné Maëtrisse indiquant qu'elle était de Los Angeles et accusant la jeune femme de fumer de l'herbe. À proximité a aussi été retrouvé le pinceau qui aurait servi à peindre cette fresque. Mais quelques jours seulement, après s'être battu, les autorités de la ville ont fait repeindre le mur. Plus aucune trace du graffiti. Il n'est pas très clair si le pinceau a été analysé pour détecter des traces ADN ou pas. Pour le Dr Hampton, les gens souffrant de psychopathie, quand ils peignent des humains, vont souvent les représenter avec des yeux démesurés. Même si l'on peut comprendre qu'une ville veuille que son mobilier urbain reste propre, le timing de l'effacement de ce graffiti peut être considéré comme assez malheureux. D'autant plus qu'il n'était pas à la vue de tout le monde, mais plutôt dissimulé, un petit peu comme si ce graffiti n'était destiné qu'à des personnes qui s'aventurent hors des chemins, par exemple, pour tenter de retrouver la pauvre Maëtrisse. Des centaines de témoignages indiquant que Maëtrisse a été aperçue à tel ou tel endroit sont pris en compte par les enquêteurs, et en particulier un, au mois de juillet, affirmant que Maëtrisse a été vue vivante à Las Vegas. Les enquêteurs se rendent donc sur place pour vérifier cette hypothèse. Hélas, il s'agit une fois encore d'une fausse piste. Il y a même ensuite une rumeur qui dira que Maëtrisse est retenue prisonnière par un groupe de blancs suprémacistes. Toutes ces pistes sont bien sûr étudiées, mais elles mènent toutes à une impasse. Les mois passent et l'espoir des proches de Maëtrisse s'amenuise. Mais bientôt, un événement va venir relancer l'affaire. La jeune femme va finalement être retrouvée. Avant qu'on poursuive, pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et si cette première partie vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci d'avance. Le 9 août 2010, des rangers du California State Park marchent dans la végétation dense de Grand Canyon. Cela fait plusieurs heures, entre 3 et 4, qu'ils cheminent dans cette nature sauvage. Ils ne suivent aucun sentier balisé, mais c'est leur métier, et ils sont habitués à ce genre d'expédition. Ils veulent aller vérifier que la plantation illégale de marijuana qu'ils ont détruite l'an passé n'a pas repris ses activités. Malgré leur entraînement, ils évoluent assez lentement sur le terrain accidenté et peu hospitalier. Ils ne trouvent aucun plan de marijuana, le cartel mexicain a visiblement renoncé à la culture illégale sur ce terrain. Par contre, ils découvrent des os. Des os humains. Ces hommes viennent, sans le savoir, de tomber sur la dépouille de Maëtrisse Richardson. La découverte est macabre et la vision difficile à supporter. Le corps de la jeune étudiante est découvert nu, mais surtout en partie momifié. Le cadavre est partiellement masqué par des branchages et des brindilles. Le corps a manifestement reposé assez longtemps en plein air. Aujourd'hui encore, en 2022, les événements qui suivent sont toujours sujets à polémique. Personne n'est d'accord sur la chronologie des faits. Les rangers ont immédiatement contacté le bureau du shérif de Lost Hill, là où Maëtrisse avait été brièvement détenue au cours de cette nuit qui s'est avérée fatale. Suite à cet appel, l'hélicoptère R5 du bureau du shérif décolle avec à son bord des détectives de l'unité des homicides et des membres de l'équipe de recherche et de secours. Et l'hélicoptère se dirige vers le ravin désigné par les Rangers. Une fois ces hommes déposés, l'hélico R5 doit ensuite transporter le coroner et son équipe sur les lieux, mais l'hélico est sollicité à 2 reprises pour aller porter secours à des randonneurs qui se sont retrouvés en mauvaise posture dans les environs. Une fois les randonneurs en lieu sûr, l'hélico se retrouve maintenant sur la réserve. Mais pire, le soleil va bientôt se coucher, le pilote dit qu'il va devoir rentrer à la base sans pouvoir transporter l'équipe du coroner sur place, comme c'était initialement prévu. La famille de Maëtrisse, prévenue qu'un cadavre a été retrouvé et qu'il se pourrait qu'il s'agisse de celui de Maëtrisse, arrive à proximité des lieux. Les autorités leur font savoir que les restes de la jeune femme vont rester sur place jusqu'au lever du jour prochain. Parce qu'effectivement, il va falloir du temps pour que les différentes équipes puissent se rendre sur les lieux et accomplir leur travail. Mais c'est alors que la famille de Maëtrisse assiste à un curieux spectacle. De là où ils sont, ils voient l'hélicoptère qui fait des allées et venues. Ils s'attendent à le voir repartir, comme annoncé, mais là, ils voient l'appareil effectuer un vol stationnaire, puis s'élever dans les airs, transportant ce qui ressemble à une civière. C'est à ce moment-là qu'ils comprennent, stupéfaits, que dans ce sac se trouve Maëtrisse. Le compte-rendu du bureau du coroner est très clair, le corps de Maëtrisse a été transporté contre leur avis, sans la présence ou le concours de quelqu'un qui représente légalement leur bureau. C'est incompréhensible. Tout le monde sait qu'une scène de mort suspecte
doit être gelé jusqu'à l'arrivée des services compétents, et à savoir, dans ce cas précis, l'équipe de médecine légale. C'est une procédure standard et il n'existe aucune exception à cette procédure. Pour le Dr Hampton, il est évident que ce rebondissement sordide est problématique. Personne n'a étudié ni évalué le lieu où Maëtrys a été retrouvée. Personnellement, j'ai tendance à me demander s'il se pourrait qu'il y ait un rapport avec l'affaire de la disparition de Matthew Weaver. En effet, l'endroit où le corps de Maëtrys a été retrouvé se situe à seulement 4 km à vol d'oiseau de l'endroit où le véhicule de Matthew avait été découvert. L'un des shérifs aurait expliqué au père de la victime que des animaux auraient pu s'en prendre à la dépouille de Maëtrys dans la nuit et que c'était pour cette raison qu'ils avaient finalement décidé d'évacuer le corps sur le champ. Ils ont laissé ma fille partir seule dans la nuit alors qu'elle était clairement vulnérable et maintenant ils font du zèle sous prétexte qu'un animal pourrait venir souiller l'endroit où elle repose. Le détective en chef de la section homicide s'est lui justifié en expliquant qu'il y a eu un malentendu malheureux. Il était persuadé d'avoir reçu l'autorisation du bureau du coroner. Le lendemain, un autre terrible quiproquo se produit. L'équipe du coroner se retrouve incapable de localiser l'endroit où a été découvert le corps. Visiblement, personne n'était en mesure de guider le pilote d'hélicoptère vers les lieux. Mais ça n'est pas tout. L'équipe du coroner a oublié le GPS qu'ils devaient utiliser dans l'appareil. Alors forcément, lorsqu'ils ont été élitroyés sans GPS, ils risquaient pas de retrouver la scène de découverte du corps. Ils ont ensuite accusé les pilotes de les avoir déposés dans le mauvais canyon. Le résultat de tous ces dysfonctionnements, oublis et erreurs, c'est que l'équipe médico-légale n'a jamais visité les lieux ce jour-là. Et tenez-vous bien, c'est seulement le 25 août 2010 qu'ils s'y sont finalement rendus. Oui, vous avez bien entendu. Ils n'y sont retournés que 2 semaines plus tard. Ce jour-là, ils ont trouvé 9 os supplémentaires, ossements appartenant à Maëtrys. Mais les membres de la famille de la disparue font une découverte insensée lorsqu'ils se rendent sur le site afin de s'y recueillir. Accompagnés d'une anthropologiste qui doit les aider à comprendre ce qui a bien pu se passer, ils découvrent d'autres os. Devant ce qui est vraisemblablement une phalange de sa fille, Lattice s'interroge. Si on cherchait mieux, Dieu seul sait ce que l'on pourrait retrouver. Le bureau du coroner est notifié des nouvelles trouvailles de la famille de Maëtrys et ils reviennent sur les lieux en février 2011. Ils collectent alors plusieurs nouveaux ossements. L'endroit où Maëtrys est retrouvée pose aussi question. Déjà, c'est très loin de l'endroit où elle a été relâchée. Elle n'avait pas de voiture puisqu'elle était à la fourrière et il semble invraisemblable qu'elle ait pu parcourir une aussi longue distance seule et à pied, surtout en pleine nuit. Ensuite, il y a l'accès au canyon. Les proches de Maëtrys ont non seulement dû se faire escorter par des professionnels pour trouver le site, mais ils ont aussi dû s'équiper. Casques, gants et combinaisons pour se protéger, entre autres de la végétation. Ça en dit long, c'est clairement un terrain dangereux, accidenté et extrêmement difficile d'accès. Lattice en est persuadée, c'est impossible que Maëtrys soit arrivée jusque-là toute seule. Imaginez un petit peu le tableau. Sa fille, probablement en plein épisode psychiatrique, aurait marché près de 9 km en pleine nuit depuis la station de Lost Hills jusqu'à la propriété de Bill Smith et ensuite elle se serait enfoncée pendant encore 800 mètres dans cet environnement inhospitalier. Pendant cette dernière marche, elle se serait déshabillée, éparpillant ses habits sur plusieurs dizaines de mètres. Cela dit, on ne retrouvera jamais ni ses chaussures, ni ses chaussettes, ni même ses sous-vêtements. Et souvenez-vous, Sharon Cunnings, l'agent en charge de la mise en détention de Maëtrys, avait précisé qu'il faisait assez frais ce soir-là, à tel point qu'elle avait même proposé à la jeune femme de rester à cause justement de cette température assez basse. Alors, pourquoi Maëtrys se serait-elle dévêtue ? Bien sûr, on pourrait penser au déshabillage paradoxal, mais cette nuit-là, il aurait fait une température minimum de 17 degrés. Ça semble donc assez peu compatible avec une hypothermie. Pour l'anthropologiste et la famille de Maëtrys, il y a quelque chose d'encore plus dérangeant. Les vêtements de Maëtrys n'ont jamais été analysés. Et le fait que le corps était en partie momifié prouverait, selon l'anthropologiste Kleakov, que Maëtrys n'a pas passé 11 mois en plein air. Son corps aurait été stocké quelque part avant d'être déposé là où les Rangers l'ont retrouvé. Les différentes instances qui ont enquêté sur la façon dont avait été traité Maëtrys le soir de son arrestation sont formelles. Il n'y a aucune erreur. Les shérifs ont agi exactement comme les procédures le prévoient. La disparition et l'enquête qui ont suivi ont aussi été gérées et menées correctement. Pour les autorités, le travail a été correctement effectué et l'enquête est refermée. En 2019, devant l'insistance de la famille et des proches de Maëtrys, le cas fut étudié à nouveau pour trouver d'éventuels nouveaux éléments. Les détectives ont interrogé les gens, repassé tous les éléments en revue
ont encore une fois parcouru le trajet fait par Maëtrisse. Ils ont mené l'enquête à nouveau, 10 ans plus tard. Malgré ça, aucune cause de la mort, aucune circonstance, aucun scénario, rien de satisfaisant n'a pu être présenté à la famille. La mort de Maëtrisse semble donc vouée à rester mystérieuse, même si plusieurs théories non officielles continuent de tenir en haleine ceux qui se passionnent pour cette affaire. Plusieurs os du squelette de Maëtrisse n'ont, a priori, jamais été retrouvés. En particulier, l'os hyoïde intéressait les enquêteurs et le service de médecine légale. Il aurait permis de déterminer si Maëtrisse est mort ou non d'une mort violente. En étudiant cet os, on aurait en effet pu découvrir des traces de strangulation, d'égorgement ou de décapitation. De plus, on a appris que l'endroit où a été retrouvée Maëtrisse n'est pas anodin. À proximité, il existe un ranch. Et dans ce ranch, des films pour adultes seraient tournés. L'endroit d'ailleurs n'a pas très bonne réputation. Ce n'est peut-être que le hasard, mais l'existence de ce ranch à porno, comme il est appelé dans la presse, tout proche de l'endroit où Maëtrisse a été découverte, peut interroger. Souvenez-vous que l'anthropologue avait assuré que le corps n'avait pas séjourné dehors. Pourrait-on en conclure que la dépouille de la jeune femme aurait séjourné dans ce ranch avant finalement d'être abandonnée dehors? Bien sûr, cela n'est qu'une supposition, rien dans l'enquête officielle ne vient corroborer cette hypothèse. En 2014, on a appris que le shérif Baca, vous savez, celui qui avait assuré qu'il n'y avait pas de vidéo de Maëtrisse dans le LASD, a démissionné. Sa carrière était trop entachée par des scandales de corruption et d'abus envers des détenus. Maëtrisse aurait aujourd'hui 37 ans. Pour ses proches et pour la professionnelle de santé qui a eu accès au dossier, il est évident que Maëtrisse avait déclaré une maladie mentale. Sans doute souffrait-elle d'un trouble bipolaire et subissait-elle ce soir-là une crise maniaque. La crise, non traitée, aurait empiré. Certaines personnes estiment d'ailleurs que Maëtrisse aurait dû être envoyée à l'hôpital pour y être examinée par un psychiatre. Si le diagnostic avait été posé, Maëtrisse serait peut-être encore en vie. Il y a un article qui porte le numéro 5150 et qui permet justement de faire ça. On peut interner une personne en psychiatrie pendant 72 heures, le temps qu'une évaluation soit menée, même contre son gré. Et c'est d'ailleurs exactement ce à quoi s'attendaient les personnels du restaurant Le Joffrey's lorsqu'ils se sont décidés à appeler les autorités. Ils voulaient que Maëtrisse soit vue par un médecin. Une détective qui a eu accès au téléphone de Maëtrisse et à ses réseaux sociaux confirme que la jeune femme n'avait pas dormi depuis 5 jours avant cette fameuse date du 16 septembre. À cette date, la jeune femme a posté 66 fois sur Facebook de 8h26 à 19h34. Cette découverte vient donc accréditer la thèse de la crise maniaque. La famille de Maëtrisse a mené une action en justice contre le LASD, le département du shérif de Los Angeles, en septembre 2011. Un accord financier a été trouvé et le comté ainsi que le LASD a contesté toute responsabilité ou erreur dans cette affaire. Voilà pour la disparition mystérieuse et la mort inexpliquée de Maëtrisse Richardson. Quelles sont vos théories à vous? Et si vous n'avez pas vu la vidéo sur la disparition de Matthew Weaver Jr., allez y jeter un coup d'œil et dites-moi si vous pensez qu'il peut y avoir un lien ou pas. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve mercredi pour le live donc. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!